Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition de 7 jours à Lyon, examen baccalauréat 2017, les enseignants quittent les salles pour la rue. Lundi dernier, les candidats remplissaient les salles d'examen pour affronter les épreuves du bac session 2019. Ils étaient environ 36 166 candidats de l'Académie de Lyon à avoir bravé ce jour les épreuves de philosophie. Mais par qui ont-ils été surveillés? Cette grosse interrogation arrive alors que les enseignants quittaient les salles pour une grève contre la loi Blanquer. Les raisons de ce choix évoquées dans cette édition. La marche des parapluies pour commémorer la journée mondiale du réfugié, alors que les Nations Unies célébraient le 20 juin dernier la journée mondiale du réfugié. Forum Réfugiés COSI organisait à Lyon une marche des parapluies pour sensibiliser les populations. Et pour en parler dans ce studio, nous recevons dans un instant le directeur général de cette association. C'est l'invité de cette édition. Autre actualité, communication de crise, comment devenir un expert de la de crise. C'est le but du colloque organisé mercredi prochain. Les étudiants de la promotion Master Communication institutionnelle et digitale de l'école de journalisme et communication IFCP à Lyon. Les détails de cet événement dans cette édition. Et enfin, dans la chronique Nutri-Santé, Gigi Manut nous parlera de la composition d'un repas équilibré. Voilà pour les titres. Au micro de présentation, je suis Aline Etems. Cette semaine a eu lieu à Lyon la 6e édition de la ruée vers l'appart. 150 produits étaient proposés à la location ou à la vente et disponibles dans les 9 arrondissements que compte la ville. Et cela sans contrainte administrative. L'événement est organisé par la Société anonyme de construction de la ville de Lyon en partenariat avec le courtier en ligne meilleurtop.com. Le directeur du Forum Réfugiés COSI, ensemble nous allons revisiter votre structure. Rappelez-nous déjà, qu'est-ce que c'est que Forum Réfugiés COSI? Alors, c'est une association qui a ce drôle de nom parce qu'elle est issue de la fusion de Forum Réfugiés et du COSI. Le COSI, c'est une association qui a été créée en 1990 et qui a beaucoup travaillé, notamment en Afrique centrale, pour promouvoir les droits de l'homme. Et Forum Réfugiés, comme son nom l'indique, qui est une association qui accompagne les réfugiés dans tout leur parcours. C'est une association qui a été créée à Lyon en 1982, donc voilà, elle a déjà un petit peu d'âge et d'expérience. Et elle a été fondée à Lyon et dans le Rhône, mais aujourd'hui, ses activités s'étendent en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un petit peu même en Nouvelle-Aquitaine, pour des activités qui mobilisent au total plus de 400 salariés et plus de 400 bénévoles. Donc voilà, c'est toute une collectivité de travail qui est répandue dans ces territoires-là, pour accompagner les réfugiés. D'accord, et quelles sont ses principales missions? Alors, il s'agit d'être présent sur tout le parcours, à commencer par la première, ce qu'on appelle le premier accueil, c'est-à-dire au moment où un étranger arrive en France et qu'il est motivé par une demande de protection internationale. Voilà, il va demander la protection de la France parce qu'il a dû quitter son pays à cause de la guerre, à cause de la persécution, à cause d'événements graves, qui font qu'il ne pouvait pas rester chez lui, ne pouvait pas rester dans son pays. Il n'a pas forcément pu rester ou pas longtemps dans un pays environnant de premier accueil. Et il arrive en Europe, il arrive en France, il arrive en Lyon avec cette demande de protection. Donc on le reçoit dans ce qu'on appelle des plateformes de premier accueil, qui sont des lieux où on reçoit beaucoup de monde. À Lyon, c'est 8000 personnes par an à peu près. Et puis là, c'est le démarrage des démarches. Et puis ensuite, on gère aussi des centres d'hébergement. On gère à peu près 2600 places d'hébergement et chaque année, c'est à peu près 5000 personnes qui sont accompagnées. Dans ces centres, on les accompagne aussi dans la procédure d'asile et puis dans l'ouverture des droits, la connexion à l'environnement et la gestion de ce temps de l'attente, puisque lorsqu'ils ont demandé l'asile, ils attendent une réponse. Et puis quand ils ont obtenu cette réponse, lorsqu'elle est négative, c'est difficile parce qu'on reçoit à ce moment-là un ordre de quitter le territoire français. Alors quand on a une réponse négative de l'OFPRA, on peut d'abord faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Et puis lorsqu'on est reconnu réfugié, là c'est
cette fois-ci, c'est une démarche qui est une démarche qu'on appelle d'insertion, d'intégration, comme on veut, qui consiste pour l'essentiel à rattraper un niveau de français suffisant, si on l'a pas déjà, pour pouvoir le plus facilement possible trouver un travail, en passant aux besoins par de la formation professionnelle, et puis trouver un logement. Et puis il y a aussi toute la dimension de santé physique, mais aussi de santé mentale, et on gère à Villeurbanne un centre de santé mentale qui réunit une équipe pluridisciplinaire et qui accompagne des gens qui ont été très, très violentés, très perturbés dans leur psychisme par les violences qu'elles ont vécues. Voilà, on est aussi présent dans les centres de rétention administrative, qui sont des lieux où les étrangers sont enfermés pour être renvoyés chez eux. Et là, on assure une mission de conseil et d'aide juridique. Voilà. Et puis ensuite, on a d'autres actions, je dirais, de formation, de sensibilisation, de plaidoyer qui nous conduisent à porter un message de défense des réfugiés en France, en Europe. Et puis on a même des actions à l'international, au Niger notamment en ce moment, et également un petit peu au Liban. Voilà, je crois que je vous ai présenté un tour un peu complet de l'activité de l'association. Oui, si j'ai bien retenu, je crois que vous accompagnez le réfugié dans son intégration, donc dans le processus d'intégration de son pays, je veux dire le pays d'accueil, vous l'aidez comme ça en s'intégrant dans ce pays-là. Oui, alors l'intégration, on parle de politique d'intégration, mais c'est d'abord le fait de la personne elle-même. Hein. Donc c'est quelqu'un qui arrive ici, qui est un peu bousculé, qui découvre un monde qu'en général il connaît très peu, qu'il connaît mal, qui est très différent du milieu d'où il vient. Et nous sommes simplement là pour l'accompagner dans son projet. Hein. C'est quelqu'un qui va se projeter dans une volonté d'habiter ici, dans une volonté de retrouver un travail, si possible le travail qui était le sien dans son pays d'origine. Et il faut aider les personnes dans l'ajustement entre ce projet qu'ils construisent, qui souvent qui part d'une représentation de la France qui est en décalage avec la réalité qu'on trouve ici. Donc voilà, ce sont les personnes qui sont porteurs d'un nouveau projet de vie. Il s'agit souvent de refaire sa vie, de repartir à zéro. Vraiment parfois de repartir à zéro, hein, parce qu'on a dû laisser tout ce qu'on avait, on était entrepreneur, on n'a plus d'entreprise, on avait un métier, on n'a plus son métier, etc. Donc on avait des diplômes, ils sont pas valables. Donc vous voyez, il faut vraiment parfois tout recommencer. Et donc nous, on est là dans cette démarche d'accompagnement qui dure 1 à 2 ans en moyenne. D'accord. Et dans le cadre de vos activités, vous avez instauré une marche des parapluies pour commémorer avec la communauté internationale cette journée internationale du réfugié. Comment est né ce projet? Alors, effectivement, le 20 juin, chaque année, c'est la journée mondiale du réfugié. Donc, c'est un événement qui est porté dans l'ensemble des pays du monde, et notamment par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Et alors, l'idée est venue à Lyon à un moment donné, c'était un événement à Vienne, au théâtre antique de Vienne. Il y avait une nuit d'alerte avec des artistes qui ont chanté et fait de la musique au bénéfice de l'action pour les réfugiés. Et il y avait des éléments de décor qui étaient des parapluies. Et quelqu'un s'est dit, mais tiens, ça fait un joli décor. Je suis incapable de vous dire pourquoi il y avait ces parapluies dans le décor. Mais quelqu'un, lyonnaise, a dit, mais ça, c'est une idée géniale. On pourrait marcher sous des parapluies. Et chacun peut comprendre qu'un parapluie, ça sert à protéger des intempéries, du soleil, de la pluie, du vent, s'il n'est pas trop fort. Et le parapluie est blanc parce que c'est la couleur des Nations Unies, c'est la couleur de la protection. Donc voilà, c'est un objet simple qu'on peut avoir en main, qui coûte pas cher, qui prend pas trop de place et qui permet de manifester devant ceux qui regardent passer le défilé ce besoin de protection. Parce que les réfugiés ont besoin de protection pour 2 raisons. La première, c'est que le pays dont ils ont la nationalité, dont ils ont le passeport, si vous voulez, ne les protège plus. Et non seulement il ne les protège plus, mais il les accable. Souvent, il les persécute. Voilà. Donc, il faut un autre pays qui prenne le relais de cette protection. La sécurité de la personne, c'est quand même le premier des droits fondamentaux. Hein, sécurité vitale, la sécurité de pouvoir simplement vivre. Et puis, le besoin de protection aussi, parce que souvent, c'est des personnes qui ont été très fragilisées par ce qu'elles ont connu, et il y a besoin d'être avec eux. Et puis ce qu'on observe aussi, c'est que
ces personnes ont ce qu'on appelle une résilience, hein, souvent une capacité de dépasser les épreuves, de rebondir, qui est extrêmement impressionnant. Et donc voilà, à la fois c'est des personnes qui ont besoin d'être protégées, et puis c'est aussi des personnes qui donnent à leur tour et qui apportent à notre pays. D'accord. Et depuis combien d'années déjà la marche elle existe? C'est la 16e année. C'est la 16e année, donc c'est quelque chose qui devient presque un rituel. Voilà, donc c'est un point d'accroche dans le paysage lyonnais. Et puis, on fait donc ça à Lyon, mais on a également une dizaine d'événements dans d'autres villes de France et de Navarre, hein, puisque aujourd'hui, ou hier ou demain, enfin cette semaine, il y a des événements qui ont été conduits en Ardèche, dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal, dans le Var. J'en oublie, voilà. Mais en fait, partout où on a des activités et où avec d'autres associations partenaires, on essaie de porter ce message. D'accord. Et quel est l'objectif visé à travers cette marche? C'est vraiment cette marche, elle permet chaque année, et elle l'a encore permis jeudi dernier, d'être visible sur l'espace public. On voit ces parapluies, on voit les réfugiés qui passent, on voit les citoyens français qui les accompagnent. Et donc voilà, les gens qui ouvrent la fenêtre ou qu'on rencontre dans la rue, ou encore qui sont à l'écoute des médias, comme les auditeurs de cette radio, prennent la mesure de ce sujet qui est un sujet grave. Donc voilà, cette marche permet d'être un petit peu visible et un petit peu audible dans l'espace public, en tout cas le temps d'une journée, le temps d'une soirée, et même un peu après, puisqu'on en parle aujourd'hui. D'accord. Et là, la marche, l'itinéraire, quel était le point de départ et le point de chute de cette marche-là? Alors, chaque année, on change pour essayer un petit peu de varier. Donc cette année, on est parti de la place Lyotet, dans le 6e arrondissement, ce qui nous a permis c'est un joli point de départ, hein, et puis ça nous a permis de traverser le Rhône, de rentrer dans la Presqu'île, la place des Terreaux, dans le cœur historique de Lyon, passer devant l'hôtel de ville, et puis de monter les pentes de la Croix-Rouge jusqu'au jardin des Chartreux pour dominer la Saône. Voilà, donc c'est un parcours qui est aussi une ascension, hein, on peut y voir une métaphore aussi. Voilà, donc c'est un parcours qui a été, comme chaque année, quelque chose de festif. Jean-François, qu'est-ce qui peut justifier le choix de ce parcours-là? À chaque fois, c'est un nouveau parcours. Pourquoi? Parce que on trouve que c'est important que chaque quartier le voit passer, enfin chaque quartier en tout cas, ça permet d'attirer l'attention d'un nouveau public, d'un nouveau quartier, d'un nouvel environnement. Donc une fois on est place Carnot, une autre fois on est place de la Croix-Rousse, une autre fois on est place Bellecour, une autre fois on passe devant, on est sur les quais du Rhône, etc. Donc voilà, ça permet aussi d'associer les élus locaux d'une manière un petit peu tournante. Voilà, ça permet de faire la même chose et pas la même chose. Ça permet aussi d'un point de vue visuel, parce qu'il y a des photos et des images. C'est très beau quand on a des points de vue qui dominent un petit peu la marche. Ça permet de varier aussi, ce petit spectacle qui est la marche des parapluies. D'accord. Et donc, à travers la marche, c'est un moment de convivialité, un moment festif. Comment a été cette soirée? Comment elle a été? Elle a été comme chaque fois, je dirais, pénétrée d'une certaine gravité, parce que les réfugiés sont le symptôme d'un monde qui souffre et d'une humanité en souffrance. Et cette gravité, elle est dans les yeux, dans les regards, dans les corps. Et en même temps, il y a une vraie joie et il y a une fierté aussi, je dirais. Les réfugiés sont souvent les demandeurs d'asile, des personnes qui doivent un petit peu se faire oublier. Et là, il y a une manière de déambuler tranquillement avec les enfants, avec les poussettes, réfugiés, non réfugiés, de citoyens de ce pays, etc. Donc voilà, la marche a, je dirais un petit peu comme chaque année, réussi à tisser ensemble cette gravité et puis cette joie finalement, cet enthousiasme et cette volonté de continuer à accueillir. Et est-ce que vous pouvez nous dire comme ça approximativement le nombre de personnes qui étaient présentes ce soir-là?
J'ai pas encore tout à fait confirmation du décompte exact. C'était autour de 500 à peu près. D'accord. Voilà. Ok. Signalons également dans le même sillage qu'un projet de construction d'un village mobile pour les migrants et les demandeurs d'asile sera emménagé d'ici septembre dans le 7e arrondissement de Lyon. Le projet est porté par l'association Habitat et Humaniste. Il s'agit de la construction d'un village fait de conteneurs sur un terrain de 2000 mètres carrés. Jean-François, revenons sur cette marche des parapluies. Que symbolisent vraiment les parapluies? Vous avez dit les parapluies sont de couleur blanche qui renvoient à la protection. Est-ce qu'il y a d'autres symboles derrière ces parapluies-là? Non, je crois que vous avez très bien résumé ce qu'on souhaite manifester à travers cet objet. C'est à la fois un objet simple de la vie quotidienne que tout le monde a chez soi, et en même temps, quand on appose sur le parapluie blanc la phrase « Il faut protéger les réfugiés ». Et donc là, on rejoint un message qui est universel puisque c'est une journée mondiale du réfugié et on manifeste c'est la force d'un symbole, un objet qui dit autre chose que l'objet. Donc c'est la protection contre les intempéries et puis c'est la protection des personnes qui ont besoin de cette assistance et de cette sécurité retrouvée. D'accord. Et les parapluies, vous les prenez où? Ah bah comment dire, c'est des parapluies qu'on commande à un fabricant et puis en quantité et après qu'on rend disponible. Cette année, on les avait mis en vente en disant mais voilà, vous pouvez offrir un parapluie à un réfugié et voilà, ça a reçu un certain succès. Donc on les a en stock et ceux qui n'ont pas pu être là à la marche et qui souhaitent avoir ça avec eux, pour de temps en temps se promener sous la pluie avec le parapluie blanc et le message, peuvent tout à fait en commander un dans notre association. Et même, je crois, ils peuvent le faire en ligne sur notre site internet. D'accord. Et quelle est votre principale cible à travers cette marche? Vous savez, c'est ce qu'on appelle le grand public, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas les gens avec qui on travaille, qu'on côtoie tous les jours dans le cadre de la vie professionnelle, de l'activité de notre association. Donc c'est un peu au hasard des gens qui passent, des gens qui sont dans la rue, des gens qui nous voient passer sous leurs fenêtres. Et puis, fort heureusement, grâce aux médias et grâce à Radio Pluriel, ceux aussi qui sont derrière un écran ou derrière un haut-parleur et qui peuvent s'associer à cet événement. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. La journée mondiale du réfugié a été célébrée jeudi dernier et nous recevons dans ce studio Jean-François Ploquin, le directeur général de Forum Réfugiés COSI, qui nous parle des activités de cette 16e édition. Alors Jean-François, depuis le 17 juin dernier et ce jusqu'au 26 juin, vous avez organisé une série d'activités dans plusieurs départements en France. Vous nous avez cité quelques villes où vous avez tenu ces activités-là. Et jeudi dernier, c'était la marche des parapluies à Lyon. Que prévoit la suite du programme jusqu'au 26 juin? Alors, à Lyon même, c'est l'événement central. Mais donc, ont déjà eu lieu hier souvent des journées portes ouvertes ou des activités autour des centres d'hébergement. Donc, c'était le cas à Bron, à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin. Lundi, donc, nous avons animé un débat après la projection d'un film à Clermont-Ferrand. Hier également à Privas, c'est pareil, avec différents événements autour du centre d'accueil des demandeurs d'asile. En Corrèze, à Perleval, sur le plateau des Mille Basses, c'était une conférence qui a été animée par un représentant de notre association. Et puis, le vendredi, hier, vendredi 21 juin, c'est à Saint-Flour, dans le Cantal, qu'une journée porte ouverte a permis notamment de partager un repas avec des cuisines, des plats qui ont été faits par des personnes qui viennent de tous les continents. Et puis, mercredi prochain, le 26 juin, à Aurillac, là aussi, il y aura un événement convivial organisé par notre centre d'hébergement des réfugiés avec tout un tas d'activités, matchs de foot, maquillage, musique, etc. Et puis, j'oublie encore de dire que avant-hier, donc le même jour que la marche, le jeudi 20 juin,
dans le village de Lorgue, dans le Var, il y avait là encore une soirée festive autour du centre d'hébergement des demandeurs d'asile. Et puis, on a également participé à un événement national au siège de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés, puisque j'ai participé à une table ronde sur l'action internationale de l'OFPRA, notamment avec un représentant du ministère des Affaires étrangères et le représentant en France du HCR. Donc, vous voyez, c'est toute une batterie d'activités qui sont déployées toute la semaine qui vient de s'écouler et qui se continueront encore la semaine prochaine. D'accord. Jean-François, ce jeudi également, c'était l'occasion pour vous de dévoiler pour la 19e édition le rapport annuel sur l'asile en France et en Europe. En 19 ans, qu'est-ce qui a été fait? Alors, ce rapport, chaque année, il essaye d'abord de donner un certain nombre d'analyses de situations géopolitiques dans un certain nombre de pays. Et puis, il fait un état des lieux de la manière dont, en Europe, de façon générale, et en France de façon particulière, évoluent les processus législatifs, les pratiques administratives, les conditions d'accueil, très concrètement, la procédure d'asile. Voilà, donc il y a toute une... C'est un ouvrage qui est assez ambitieux, il fait près de 300 pages cette année, qui est un travail d'analyse, de compilation de données. Donc c'est aussi un espèce de vademecum, comme on dit, de manuel qu'on peut avoir avec soi, qui est un ouvrage de référence qui peut accompagner toute l'année, parce qu'on y trouve des données compilées depuis plus de 20 ans, et aussi une certaine traçabilité d'un certain nombre de sujets. Voilà. Donc je peux inviter tous les auditeurs qui le souhaitent à consulter, s'ils le veulent, sur notre site internet. Il est disponible en téléchargement sur notre site. Et il peut également être commandé. On vend 15 €. C'est aussi une façon de nous soutenir. Voilà, il est difficile à résumer parce qu'il est très, très riche et très nourri. D'accord. Et en 19 ans, qu'est-ce qui a changé? Par exemple, vous voyez, cette année, le rapport est préfacé par Volker Türk, qui est le haut-commissaire adjoint pour les réfugiés, et ça a été le grand artisan d'un pacte mondial pour les réfugiés qui a été adopté aux Nations Unies en septembre dernier. Donc ça veut dire que sur un sujet comme il y a eu le pacte pour les migrations à Marrakech et il y a eu ce pacte pour les réfugiés à New York. Donc ça veut dire que la communauté internationale, petit à petit, lentement mais sûrement, j'allais dire, elle progresse en se donnant des objectifs d'accueil des réfugiés. Ce qui a surtout changé depuis 19 ans, c'est une tendance quand même à l'augmentation du nombre de personnes en besoin de protection, puisque aujourd'hui le HCR nous indique qu'il n'y a jamais eu autant de personnes déplacées dans le monde et autant de réfugiés. Donc ce rapport essaye de montrer ces évolutions. C'est difficile de résumer 19 ans, mais par exemple, on sait qu'en 2015-2016, il y a eu de très nombreux réfugiés en Europe, et puis vers 2017, 2018, 2019, on est sur des valeurs qui sont beaucoup plus basses. Donc rien que ça, c'est important de noter. On a beaucoup parlé de cette crise des réfugiés, qui est plutôt une crise de l'accueil, et puis maintenant, on est revenu sur des nombres d'arrivées qui correspondent à ce que l'Europe connaissait en 2014, par exemple. Voilà. Donc c'est important pour pouvoir assurer cette mission d'accueil des réfugiés, de pouvoir chiffrer les faits, de pouvoir nommer les faits. Et c'est ce que ce rapport essaie de faire. D'accord. Et cette année, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres clés de ce bilan, le bilan de cette année, celui que vous avez publié? Est-ce que nous pouvons avoir certains chiffres clés? Oui. Alors, brièvement, donc, il faut savoir que dans le monde, il y a 71 millions de personnes déplacées en situation de déplacement forcé. La plupart sont des déplacements internes à l'intérieur des pays en guerre ou en crise, 41 millions, et puis il y a 26 millions de réfugiés dans le monde, dont 5 millions de réfugiés palestiniens. En Europe, l'année dernière, il y a eu un petit peu moins de 600 000 demandes d'asile, venant surtout de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak et d'autres pays. Et en France, c'est 92 000 premières demandes, et si on compte les mineurs accompagnants et les personnes qui ont fait un examen, ça fait 123 000 personnes qui ont demandé l'asile en France, qui sont dans la demande d'asile en France l'année dernière, voilà, avec les principaux pays d'origine qui sont l'Afghanistan, la Guinée, l'Albanie.
C'est à peu près 36% des personnes qui sont reconnues réfugiées. Ça représentait 47 000 personnes. Vous voyez, c'est l'équivalent d'une ville de 47 000 habitants, hein, qui sont des personnes qui sont reconnues réfugiées et donc qui vont pouvoir faire leur vie en France. Et puis, pour pas vous assommer de chiffres, mais un dernier chiffre peut-être, il y a 280 000 personnes qui vivent en France avec la qualité de réfugiés. Et pour vous donner un autre chiffre, ils sont 1 million en Allemagne, ils sont 1 million au Liban et ils sont 3,5 millions en Turquie. D'accord, et comme ça, par rapport à 2018, est-ce que les chiffres sont en hausse ou en baisse? On est en baisse au niveau européen, on est en hausse au niveau français. Donc là, il y a des évolutions qui ne sont pas forcément dans le même sens. La France connaît depuis plusieurs années une hausse continue de la demande d'asile. D'accord, merci Jean-François Ploquin d'avoir accepté de répondre à nos questions. Rappelons que vous êtes le directeur général de Forum Réfugiés COSI et vous êtes venu nous parler des actions mises en place dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du réfugié qui s'est célébrée jeudi dernier. Merci encore et bon week-end. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h. Merci donc à Aline Nga Etem pour cette belle interview. Je rappelle donc à ceux qui sont à nous qu'Aline Nga Etem nous vient de l'ISCPA. C'est une école dans la filière journalisme. En fait, elle est stagiaire chez nous et elle a abondamment participé donc à la préparation de ce magazine. Allons-y dans le titre également. Ce matin, nous sommes avec, dans un autre domaine, les étudiants de l'Institut supérieur de communication de la presse et de l'audiovisuel qui organisent mercredi prochain un colloque qui a pour thème comment réagir efficacement pour sa réputation. Il s'agit pour les étudiants de Master 1, communication institutionnelle et digitale, de montrer comment gérer une communication de crise avec nous dans un studio. Elle s'appelle Delphine Kienou. Bonjour. Bonjour Juvenal. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, merci. Comment gérer efficacement sa réputation? Oui. Ça veut dire quoi, gérer efficacement sa réputation? Le sujet, en fait, comment gérer sa réputation, c'est comment faire, en fait, pour pouvoir communiquer lors d'une crise. Utiliser les méthodes, en fait, de gestion de crise, utiliser des moyens pour pouvoir répondre, en fait, à cette crise-là et gérer efficacement, en fait. D'accord. Alors, votre colloque va durer combien de jours? Notre colloque, en fait, aura lieu en une journée de 18h à 20h et c'est le mercredi 26. Ça se passe où? Ça se passe au sein, en fait, du campus René Cassin, bâtiment B03, au Grand Amphi. Quelles sont les grandes lignes que prévoit votre programme? Du coup, nous, en fait, nous allons proposer une étude de différents cas de communication de crise distincts, avec un appui à l'intervention de 2 professionnels de la communication qui sont Monsieur Richard Arnaud et Stéphane Parrain. Et qui sont-ils? Ils viennent d'où? Du coup, Monsieur Richard Arnaud, en fait, c'est un formateur en communication et consultant en communication de crise. Et Monsieur Stéphane Parrain, il est directeur, formateur aussi en communication chez Bloca Alliance. Qu'est-ce qui justifie le choix, en fait, de cette thématique-là? En fait, la thématique, en fait, nous l'avons choisie tous ensemble avec mes collègues, du coup, en communication institutionnelle et digitale. On a tous réfléchi, en fait, sur une thématique et le choix s'est porté, en fait, sur le titre de réagir efficacement en temps de crise. Alors, en préparant cette émission, en fait, apparemment, il y a eu des cas qui ont été choisis. Quels sont les cas dont vous allez traiter durant ce travail-là? Nous avons choisi 3 cas que nous allons traiter. D'abord, le premier cas, c'est sur le crash d'Ethiopian Airlines. Ensuite, il y a le cas de François Fillon.
Et le cas de... Le dernier, c'est sur... Je vais souffler la réponse, hein. C'est sur la polémique sur Decathlon. C'est oui, bien cela. oui, c'est ça. Alors, je voudrais qu'on revienne sur, par exemple, l'affaire Fillon. Oui. Que diriez-vous? Quelles sont les grandes lignes en fait qui vont sous-tendre ce cas-là, par exemple? C'était vous, la cellule de communication de M. Fillon. En fait, on a choisi 3 cas de crise, c'est-à-dire une crise politique, ensuite une crise sociale et une crise économique. Donc, du coup, on a trouvé que c'était bon de parler de ces 3 sujets qui répondaient éventuellement en fait à une crise politique, à une crise sociale et à une crise économique. Bien, donc je rappelle que vous venez également de l'ISCPA, en fait, de cette école, d'où vient également notre journaliste stagiaire qui est Aline Nga-Etem. Votre rencontre est ouverte à qui? Du coup, notre rencontre est réservée à toutes les professionnels en fait qui sont intéressés par le sujet, bien sûr, de la communication de crise, ou toutes les personnes qui vivent en fait cette situation aussi de crise en entreprise, ou toutes les personnes qui sont curieux de savoir qu'est-ce qu'une communication de crise. Donc, c'est ouvert à tous et à toutes. Donc, tout le monde est le bienvenu au colloque. Tout le monde est bienvenu, même les journalistes de Radio Pluriel peuvent s'inviter. Bien sûr. Pour venir poser des questions. Parce que le temps que nous avons parti dans ce magazine n'est pas assez long. On espère que ce jour-là, si vous l'acceptez qu'on soit présent, on pourra nous aussi contribuer pas à vous interroger, mais à contribuer à vous pousser à nous apporter les meilleures réponses. Bien sûr. On peut venir. Oui, bien sûr, vous êtes tous invités. Bien. On vous retrouve encore dans quelques instants. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h. Autre sujet d'actualité, donc la semaine qui s'achève. Donc, rappelons qu'en fait, depuis lundi, donc, pendant que les élèves débutaient lundi dernier, donc les premières épreuves de l'examen qui ouvraient ses portes qui ouvrent les portes au supérieur, naturellement, les enseignants, quant à eux, ont entamé ce même jour une grève nationale contre la surveillance des épreuves de philosophie. À Lyon, par exemple, il était environ 450 à s'être rassemblés devant les lycées Robert Doisneau et à Vaux-en-Velin, Jacques Brel à Vénissieux et devant le rectorat dans l'espoir de faire entendre leur voix. On vous propose enfin d'écouter cet extrait de 2 représentants syndicaux. L'interview a été réalisée par notre journaliste stagiaire Aline Nga-Etem. Nous l'écoutons. C'est un mouvement classique de grève, hein, c'est-à-dire que c'est une cessation collective de travail, comme dans n'importe quel mouvement de grève. La spécificité, c'est qu'on est en période d'examen et donc ça touche directement le bac, mais ce n'est pas différent d'une grève classique en réalité. Alors déjà, on est en lutte et en grève depuis de nombreux mois, puisqu'il y a eu des mobilisations contre la réforme de la case de la voie professionnelle, il y a eu... ensuite, des mobilisations lycéennes contre notamment Parcoursup et puis la réforme du lycée. Ensuite, dans lequel un certain nombre de collègues étaient partie prenante. Puis ensuite, des grèves dans des établissements, collèges, lycées et écoles contre la loi Blanquer et contre la réforme du lycée et toujours la réforme du lycée professionnel. Donc ça fait plus d'un an que le ministre est sourd à nos revendications et donc c'est dans ces conditions qu'on a été amené à appeler de nouveau à la grève en ce début d'examen. Oui, alors il faut savoir quand même que c'est très très exceptionnel un appel à la grève sur une période d'examen. Donc je suis totalement en accord avec ce que vient de dire mon collègue. Hein. C'est parce qu'on n'est pas entendu tout simplement, on n'a aucune réponse, on ne nous répond que silence et mépris. Et du coup, on a décidé d'en arriver à faire appel à la grève pour cette période qui est un petit peu plus problématique, en tout cas qui fait parler un peu plus. Donc voilà, c'est quand même, faut le rappeler, assez exceptionnel. Alors on veut dire que le retrait des réformes Blanquer du lycée professionnel, le retrait de la loi Blanquer et également une augmentation des salaires. Voilà, donc on est sur la case de l'école, le refus de la case de l'école publique et donc la revendication évidemment de moyens de nature à permettre d'enseigner dans des bonnes conditions. Que le ministre entende nos revendications. Et le retrait des lois qu'on vient d'énoncer. On verra en fonction de ce que le ministre nous dit. On attend une réponse. Pour l'instant, le mécontentement reste plein et entier. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise.
C'était donc dans 2 représentants syndicaux donc, par rapport à la grève qui s'est déroulée la semaine et qui s'achève. Du coup, on parle de la loi Blanquer. Alors, Aline Ngaïtem, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principaux points en fait, qui sont en question dans la loi Blanquer? En fait, je vais rappeler un point et puis soulever les points querellés dans la loi bancaire. Donc, entre autres, la loi bancaire, c'est celle de l'école de confiance. L'école de confiance, elle a pour objectif d'élever le niveau général des élèves et d'instaurer davantage de justice sociale, donc une certaine égalité pour tous au niveau de l'enseignement. Mais un autre point de cette loi, c'est abaisser l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. C'est un autre point, c'est un autre élément qui permet de réduire les inégalités. Maintenant, les points querellés dans cette loi, il y a le recrutement d'assistants d'éducation AED qui auront des fonctions pédagogiques ou d'enseignement. Donc, il s'agit concrètement pour les futurs professeurs d'entrer plutôt dans la pratique du métier dès l'année de L2 ou L3. Donc, ce modèle serait calqué sur l'internat en médecine. Donc, du coup, les futurs professeurs pourrait passer d'un statut d'observateur à un statut de co-enseignant, puis de prise de responsabilité en classe. Donc, il y a certains syndicats, à l'image du SNE, j'ai des difficultés à prononcer, excusez-moi, FSU, qui voient dans cette décision la négation de la nécessité d'être formé pour se retrouver devant une classe. Donc, ils rejettent cette loi-là. Et un autre point querellé, c'est la création d'un nouveau conseil d'évaluation des établissements scolaires qui mettrait fin, de fait, à l'activité de l'actuel Conseil national d'évaluation du système scolaire. En fait, cette entité, au départ, était indépendante et capable de s'auto-saisir pour évaluer les politiques éducatives. Dans sa composition, elle a 10 membres et parmi ces 10 membres, il y a 4 qui sont choisis par le ministre. Donc les syndicalistes estiment que le fait de changer, de créer ce nouveau conseil. D'accord. Donc en fait, c'est pour revenir sur la grève des enseignants, pendant que les futurs bacheliers, les futurs universitaires donc entraient en salle, on s'interroge toujours sur par qui ont été surveillés, ces étudiants. Merci Aline. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. C'est le moment pour nous de pouvoir donc recevoir dans ce studio notre nutritionniste. Gigi Manute est bien installée. Elle va nous parler de quoi ce matin? Déjà, bonjour Gigi Manute. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien, merci. La semaine a été? Oui, ça a été. Très bien. De quoi on parlera aujourd'hui? On va parler de la composition d'un repas équilibré. La composition d'un repas équilibré. Oui. J'avoue que pour ceux qui sont déjà quarantenaires, nous, on a du mal avec toutes ces notions, mais c'est aussi l'une des raisons pour laquelle, effectivement, nous avons choisi de vous accorder la parole dans ce magazine, afin que ceux qui ont du mal à pouvoir parler, on va le dire comme ça, manger équilibré, manger sain, puissent régulièrement entendre ce qu'il faut faire. Et alors, ça veut dire quoi manger équilibré? On avait vu le samedi dernier ce qu'était une alimentation saine, une alimentation équilibrée. On avait vu que les deux allaient ensemble. Et on avait dit qu'une alimentation équilibrée était une alimentation qui permettait de couvrir les besoins d'un individu sans déficit ni excès, afin de le maintenir en bonne santé. On avait vu que pour qu'une alimentation soit équilibrée, il fallait manger de tous les groupes alimentaires, diversifier au sein de chaque groupe, c'est-à-dire varier son alimentation, adapter ses quantités à ses besoins, conserver la notion de plaisir et prendre en compte les recommandations du PNNS, qui est le Programme national de nutrition santé. Donc, pour comprendre, que faire déjà pour manger équilibré? Pour manger équilibré, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste suivre les recommandations qu'on vous donne, essayer de varier son alimentation comme on l'a dit. Et pour ce faire, en fait, aujourd'hui, on va vous expliquer, on va vous donner un exemple d'une journée type. Donc, concrètement, ça correspondra à quoi? Que dois-je manger pour ceux qui sont comme moi, donc? C'est quoi une journée type? Une journée type, en fait, pour cet exemple-là, on va prendre une journée constituée de 3 repas. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et voilà, pour commencer, on va parler du petit déjeuner qui est le repas le plus important parce qu'il fait suite à une période de jeûne. Du coup,
Il est recommandé. Pour comprendre, la période de jeûne, c'est quoi? C'est pendant la nuit quand on dort. Voilà, justement. J'ai un ami qui aime souvent dire que lui fait le jeûne chaque soir quand il dort. Oui, justement. Ou bien son ramadan, il fait le ramadan de 23h à 9h au prochain repas. On peut dire ça. On peut dire ça. Donc, comme il fait son suite à une période de jeûne, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, et du coup, il occupe une place très importante comme repas de la journée. Il est recommandé qu'il comporte au minimum 3 éléments. Une boisson chaude ou froide, sans sucre, je précise, pour permettre la réhydratation de l'organisme après le jeûne nocturne. Un produit céréalier, de préférence des céréales complets, qui apporteront de l'énergie sur... Manuel, vous dites des choses qui sont évidentes pour vous, mais ce n'est pas toujours pour tout le monde. Quand on parlait des céréales complets, c'est quoi? C'est tout ce qui est complet. Quand vous partez pour payer du pain, vous prenez du pain complet. À ce pain qui est souvent sombre, c'est ça? Enfin, je veux dire, quand c'est écrit pain complet, ça veut dire qu'il est complet. Oui, voilà. Demandez à votre boulanger, au pire, si vous savez pas. Et pourquoi on l'appelle complet, par exemple? Parce qu'il, par rapport au pain normal, je vais dire le pain non complet. Le pain habituel, oui. Voilà. Il comporte... il y a des éléments qui sont restés, genre le sang de mil, tout ce qui est utilisé dans le pain. Du coup, ça comporte beaucoup de fibres et cela permet d'apporter le rôle satiétant de l'aliment. Donc, c'est vraiment préférable de prendre tout ce qui est complet comme céréales. Oui. Oui, et un produit laitier afin d'apporter des protéines pour la satiété. Et comme toujours dans le petit déjeuner, il peut comporter en plus une portion de fruits, une portion de viande, de poisson ou d'œuf, une source de matière grasse. Ça peut être du beurre, chacun fait à sa sauce, c'est ce que vous mangez habituellement. Mais voyez-vous, c'est important de nous le dire parce que quand vous dites une source de matière grasse, je veux dire, ça peut être peut-être du Nutella. Non, pas forcément. C'est la matière grasse, on imagine. Oui, mais ça peut être, quand on dit matière grasse, on parle plutôt de beurre, de fromage, d'une cuillerée d'huile d'olive, par exemple. D'accord. Pas forcément. Après, c'est chacun ses envies. D'accord. C'est vraiment pas des recettes choisies. C'est des conseils qu'on donne par rapport au groupe d'aliments qu'il faut retrouver dans l'assiette et chacun adapte à son alimentation. Bien, poursuivez. Voilà. Au niveau du déjeuner maintenant et du dîner, il est recommandé qu'il soit composé d'un produit céréalier, toujours complet si c'est possible, une portion de légumes qui apporteront les fibres, qui sont très, très importants, une portion de viande, de poisson ou d'œuf, un produit laitier, une portion de fruits, si je ne l'ai pas dit, et une source de matière grasse encore. Bien. Donc, une fois qu'on a vu ce qu'il faut manger, maintenant... Est-ce que les quantités, comment on fait pour connaître? Parce que tu as dit une portion, par portion, pour moi, quand on parle de céréales, c'est un grand bol de céréales, par exemple. Est-ce que ça convient? Est-ce qu'il y a des quantités? J'ai vu certains même qui prennent, comment appeler cela, une petite balance pour peser les quantités. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment s'encombrer d'une balance pour peser les quantités à manger au petit déjeuner? C'est nécessaire, ça? Je ne dirais pas que c'est nécessaire, ça dépend du cas de chaque personne. Si vous vous sentez à l'aise de peser tout ce que vous mangez, libre choix à vous. Après, pour les personnes qui ont du mal à peser tout ce qu'ils mangent, il faut essayer de suivre, d'écouter son corps. Mais juste autant de difficultés. Comment on écoute son corps? Il faut savoir déjà faire la part des choses entre envie et faim. Manu, c'est pas facile. C'est... Vous dites envie et faim. Pour moi, c'est la même chose. Quand moi j'ai envie de quelque chose, c'est que j'ai envie. Et la faim vient toujours tout de suite après. Non, il faut savoir que l'envie, justement, ça part. Ça vient et ça part. Alors que la faim, ça demeure. Du coup, il faut savoir faire la part des choses entre l'envie et la faim. Savoir faire la part des choses entre l'envie et la faim. Nous sommes dans notre chronique donc Nutri Santé avec Gigi Manut qui ce matin nous parle en fait de ce que c'est qu'un repas équilibré et nous indique en fait comment prendre un petit déjeuner qui soit équilibré, permettant de pouvoir effectivement bien se nourrir parce que le petit déjeuner vient à la suite de ce qu'elle appelle effectivement une période de
de jeunes. Et puis, ça m'a rappelé donc le jeûne du Ramadan. J'ai un ami qui, pour plaisanter, disait souvent qu'en fait, lui fait son jeûne de 23h à 7-8h du matin. Maintenant que cela est dit, Manu, donc, est-ce que cette alimentation, ce que vous venez de nous conseiller là, vaut également pour des personnes qui sont malades et diabétiques ou des personnes qui sont voilà, hyper tendues et autres? C'est la même chose? Tout va dépendre de la pathologie en question. Du coup, je pourrais pas dire que ce sera la même chose. Tout va dépendre de quelle pathologie vous souffrez. Après, les compositions seront les mêmes, mais les nutriments et les quantités que vous allez choisir pour constituer votre repas vont varier en fonction de la pathologie que vous aurez. Comme quoi, c'est pas évident. Dans les prochaines émissions, on espère qu'on reviendra sur ces aspects-là parce que aujourd'hui, ça devient, vous parlez, c'est un problème de santé publique aujourd'hui, effectivement. Bien manger, bien se nourrir autant pour moi. Et c'est très important pour nous, dans ces magazines, en fait, de pouvoir avoir vos éclairages. Merci beaucoup, Jimanut. Merci à vous. Au plaisir de vous retrouver samedi prochain. Samedi prochain, on parlera de quoi? On parlera de l'hydratation. Oui. Qui est très importante. Et, il faut savoir qu'un repas est équilibré lorsque on a une bonne alimentation et une bonne hydratation. Du coup, les deux vont ensemble. Une bonne alimentation et une bonne hydratation vont ensemble. C'est ça. Merci, excellent week-end. Merci à vous, au revoir. 7 jours à Lyon. Tous les samedis de 9h à 10h. Nous rentrons dans les 5 dernières minutes de ce magazine. Donc, avant cette ponctuation musicale, on a été avec notre nutritionniste et nous retrouvons effectivement également dans ce studio une élève qui nous vient de l'ISCPA qui est venue nous parler, en fait, annoncer leur rencontre qui aura lieu mercredi prochain. Une fois de plus, bonjour Delphine. Bonjour, Juvenal. C'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, vous avez été également en stage chez nous. Tout à fait. Oui, et que en ce temps-là, on n'était pas encore sûr de la voie que vous devriez prendre. Aujourd'hui, vous vous retrouvez effectivement dans tout ce qui est RP et j'ai le sentiment effectivement qu'il y a eu beaucoup de progression. Bravo. Merci. Votre rencontre donc de samedi, ce sera où précisément? Du coup, ça serait au 47 rue de Sergent Michel Berthet, 6900, au sein du campus René Cassin. Et en salle B003, Grand Amphi. Ah ouais, est-ce qu'on va retenir la salle B003? C'est la bonne question. Mais alors, de toute approximativement, approximativement, comment on fait pour s'orienter, pour retrouver en fait votre campus? Vous avez toutes les informations en fait sur nos différentes pages Facebook. Vous pouvez consulter sur la page Facebook de l'ISCPA ou sur Twitter. On a mis toutes les informations et il y a un plan aussi. Vous pouvez regarder sur TCL. Et en tapant l'adresse, bien sûr, les informations, comment faire pour venir et où trouver le bâtiment. Très bien. Alors, que retenir? Pourquoi venir à votre rencontre? En quoi c'est important d'être présent à ces travaux-là? Ça permettra à tout un chacun de comprendre en quoi consiste une bonne communication de crise, comment réagir lors d'un problème qui entache l'image de votre marque ou successif de causer une mauvaise buzz au sein de votre entreprise. Merci beaucoup Delphine, on fera l'effort d'être présent parmi vous mercredi prochain et pour voir comment cela fonctionne. Merci encore. Je vous en prie. Notre magazine arrive à son terme. Notre journaliste stagiaire, donc Aline Gaitem, va nous rappeler les principaux titres qui l'ont ponctué. Lundi dernier, les candidats remplissaient les salles d'examen pour affronter les épreuves du bac session 2019. Pendant ce temps, les enseignants quittaient les salles pour la rue. Nous avons écouté l'extrait de 2 représentants syndicaux sur les raisons de cette grève.
la marche des parapluies pour commémorer la journée mondiale du réfugié. En chœur avec la communauté internationale, Forum Réfugiés COSI organisé à Lyon une marche des parapluies pour sensibiliser les populations. C'était jeudi dernier. Merci beaucoup Aline. Bon week-end à vous. Une fois de plus, merci de votre fidélité. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.